Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une preuve de Cayley-Hamilton 100% bio, sans aucun additif ajouté. Il y a une trentaine de preuves, et c'est là où vraiment c'est la passion quand même, Cayley-Hamilton. Hein. C'est quand même un théorème qui a plus de 30 preuves, mais avec des approches différentes, qu'on peut trouver sur un PDF qui est depuis des lustres sur le web par Michel Coste, et que Jérôme Germoni a pointé du doigt lors d'une conférence sur la cohomologie, que j'ai trouvé passionnante, et dont je continuerai à vous parler. Mais là, on va se concentrer sur une preuve de Cayley-Hamilton qui, pour moi, remet, comme on dit, l'église au cœur du village. C'est-à-dire qu'on va voir un Cayley-Hamilton au cœur de la réduction. C'est quoi le cœur de la réduction? Le cœur de la réduction, c'est que on a deux matrices, de Mn de K, à quelles conditions elles codent le même endomorphisme. Et ça peut se dire avec des matrices de passage, c'est-à-dire à quelles conditions il existe un polynôme P dans Gln de K, tel que PA P-1 égale B. Voilà. Bon. Et on dit à ce moment-là que les matrices sont semblables. Là, on est au cœur du problème, et on ne veut pas résoudre cette équation parce qu'elle est trop grosse, mais on veut la chercher de façon plus fine avec des invariants. Alors là, voilà comment on va attaquer les choses. Ça revient à dire que PA égale BP, d'accord? Voilà. Ou alors, regardez, ça veut dire que de Kn dans Kn, on a la multiplication par la matrice P, d'accord? On multiplie un vecteur de Kn par, à gauche, par la matrice P, pour donner un autre vecteur de Kn, et obtenir ainsi un automorphisme, mais qui va commuter, regardez, PA égale BP, c'est-à-dire que PAU, U c'est un vecteur, hein, est égal à BPU. C'est-à-dire qu'il fait passer de A ici à B là. Voilà. Eh bien, on va dire que quand il y a une égalité, il faut chercher la liberté. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de trouver un P qui va envoyer A sur B, qui va faire commuter, d'accord, A en le transformant en B. Déjà, rien que transformer A en A, c'est chercher le commutant. Déjà, chercher PA, P-1 égale A, c'est déjà difficile. Parce que vous savez que le commutant, c'est quelque chose d'assez fin, c'est quelque chose de très instable, le commutant de A. Hein, voilà. Alors, je vais commencer par une preuve fausse de Cayley-Hamilton, et je vais faire l'éloge de la preuve fausse. Parce qu'en mathématiques, il y a des preuves fausses géniales, de la même manière qu'au cinéma, il y a des losers magnifiques. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit viens, elle n'a pas voulu venir. Alors voici la preuve fausse. On écrit qui A de A, il faut montrer que c'est égal à 0. D'accord? C'est ça Cayley-Hamilton. Bon, c'est le déterminant de xin moins A. C'est ça qui A, qu'on va appliquer comme polynôme à A. Ce qui veut dire que A, je peux remplacer x par A, et ça fait le déterminant de A moins A. A identité moins A, ça fait 0, et donc ça fait 0. Voilà. Pourquoi cette preuve est archi fausse? C'est que l'évaluation en A, elle se fait au niveau des polynômes. Un polynôme en X, on peut l'évaluer en A. Ça, oui. Et lui est un polynôme en X. Mais ce polynôme, c'est un déterminant. D'accord? Et ça ne veut pas dire que je peux rentrer le A dans le déterminant. C'est-à-dire, l'expression du polynôme, le polynôme en tant que polynôme développé, ça marche. On peut évaluer x en A, mais en revanche, exprimer ce polynôme en tant que déterminant, ça, c'est interdit a priori. Mais c'est la preuve que Cayley-Hamilton est à portée de main si on remplace x par A, si on arrive à évaluer intelligemment x en A. Effectivement, vous voyez, ici, ce A, en fait, si on le pense comme un x là-dedans, d'accord, eh bien,
x, c'est une indéterminée. Si on travaille dans un anneau, dans l'anneau K de x, ou finalement, si on travaille dans l'anneau K de x, ça va être un scalaire, hein, d'accord. Eh bien, x va commuter exactement comme on veut, avec ce que l'on veut. Donc, l'idée est de travailler non pas sur le corps, mais sur l'anneau K de x. Alors, le problème, c'est comment on va travailler sur K de x. Eh bien, en fait, Kn, K puissance n, on va l'écrire K de x puissance n. Comme ça, on va disposer de x comme variable, comme indéterminé, et comme un déterminé qui va agir comme un scalaire, quoi. Ça va être un scalaire, puisqu'on va être dans K de x puissance n. Bien. Maintenant, l'évaluation, ça va être quoi? Il faut une application phi, linéaire, a priori, de kx n dans kn, qui, maintenant, ici, c'est quoi k de x n? C'est un vecteur colonne avec des polynômes. Donc, on a ce vecteur colonne avec des polynômes. Et donc, alors attention, hein, regardez, chaque PJ, chaque polynôme PJ coordonné du vecteur, c'est une somme de alpha ij x puissance j, avec alpha ij dans K, le corps. Eh bien, si je pose Vj égale, pour tout j, le vecteur colonne alpha ij, Pi s'écrit de façon... Donc Pi s'écrit sous la forme d'une somme de j supérieur à 0 de x puissance j Vj, avec cette somme finie évidemment. Voilà. Et cette écriture est unique. Donc là, je peux évaluer x en A. Et donc avoir ici, de là vers là, une application phi qui envoie donc le multipolynôme ici, somme de xj Vj, en somme de aj Vj. Là, ça veut dire, ici j'ai A, mais je préfère travailler sur x, parce qu'il a des propriétés beaucoup plus simples. X va devenir un scalaire ici. Bon, alors maintenant, regardons. Hein. On va travailler sur k de x puissance n. Donc c'est des vecteurs, mais constitués, dont les coordonnées sont des polynômes. Alors, on va le considérer comme un k de x espace vectoriel. On dit k de x module. Mais on va considérer ça comme un k de x espace vectoriel, mais avec une base. D'accord ? Il y a la base canonique des EI. D'accord ? Voilà. Donc ici, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans l'océan de la théorie des modules. On a quand même une base. Et on remarque que phi de xu, alors x là-dedans, c'est un scalaire, d'accord ? C'est une indéterminée, mais c'est en même temps un scalaire. Phi de x fois u, c'est un vecteur constitué de polynômes. Bien, d'après la définition, c'est exactement a fois phi u. Donc vous voyez, x commute avec phi en devenant ici a. Voilà, bon, c'est évident, hein, quand on multiplie par x ici, on va avoir du xj plus 1, donc aj plus 1, et donc on sort un a de là. Plus généralement, si vous remplacez x par un polynôme q en x, vous sortez q de a. Hein. C'est presque évident, vous le faites d'abord pour les x puissance k, par récurrence, et ensuite vous faites une combinaison linéaire des x puissance k. Bien. Alors, maintenant qu'on a défini phi, ça veut dire qu'on peut approcher lui, où on a des difficultés, avec lui, où on a plus de facilité. Mais, il faut voir, est-ce que c'est surjectif d'abord, et est-ce que c'est injectif? Bon, certainement pas injectif, mais il faut en mesurer le noyau. D'accord ? On s'est donné les moyens, mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Alors, la surjectivité, elle est évidente, hein, bien sûr, parce qu'il suffit de prendre, pour polynôme, on a un vecteur ici, v, il suffit de prendre le polynôme constant égal à v, ici, le vecteur polynôme constant égal à v, et donc du coup, on aura que j égale 0, et a puissance 0, ça fait l'identité, ce qui nous fera notre vecteur v. Donc là, il n'y a pas de problème.
Donc la surjectivité, elle est claire. Maintenant, l'injectivité, bon, bah, c'est clair que c'est pas injectif, mais on va regarder à quel point. Hein, parce que ça, c'est un espace vectoriel de dimension infinie sur K, a priori. Alors, on va regarder le noyau. Alors, allons-y. On prend un vecteur V ici, donc il est sous cette forme-là, et même de façon unique, hein, avec des vecteurs ici qui sont un E, un coefficient dans K. Et bien, V appartient à ker phi. Évidemment, si et seulement si, la somme des AJ VJ est égale à 0. Bon, ok. Ça, c'est la définition du noyau. Donc ça veut dire que V, maintenant, je peux l'écrire comme ceci, mais puisque ça, c'est égal à 0, je peux dire que V, c'est ça moins 0. Bon. Et là, je peux réunir, attention, quand je mets VJ en facteur, là, ici, j'ai une matrice, et là, il me faut une matrice, donc je ne peux pas laisser juste x puissance j. J'ai xj in moins a puissance j, facteur de vj. Pas de problème. X, je vous rappelle, c'est un scalaire. Il commute avec a. XA est égal à AX tout le temps. Ce qui va faire que ici, j'ai une identité remarquable. C'est comme une différence de carré, mais c'est une différence de puissance j. Je peux mettre en facteur xin moins a. Donc j'ai une somme, indice j, ça c'est les degrés, de xin moins a, et on sait mettre en facteur, on a une espèce de somme ici, et ça c'est une matrice, d'accord, à coefficients polynomiaux. Bien, fois Vj, on n'oublie pas Vj. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V, ici vous pouvez mettre en facteur xin moins a, d'accord? Ça veut dire que V peut se factoriser par xin moins a. Alors, xin moins a, regardez, c'est une matrice, méditez là-dessus, c'est une matrice à coefficient dans K de x, à cause de ça. D'accord? Bon, vous la connaissez, cette matrice, vous l'avez déjà vue dès que vous avez voulu développer le déterminant pour obtenir un polynôme caractéristique. Bien. Eh bien, maintenant, ça nous donne l'idée de définir l'endomorphisme associé à la multiplication par cette matrice, voilà, psi de k de x puissance n dans k de x puissance n, tel que psi de u, c'est x in moins a fois u. Bah oui, d'accord. Comme ça, ce que je viens de démontrer, c'est que ker de phi, voilà, ce v là, il est, c'est le produit ce v, c'est le produit de xin moins a fois un certain vecteur. Ce qui veut dire que ker phi est inclus dans im psi. Donc on a des endomorphismes de K-espace vectoriel avec des propriétés supplémentaires de remplacement d'un polynôme par le polynôme en A. Donc c'est des propriétés d'évaluation en quelque sorte en A. Et on a ici cette inclusion-là. Alors, en fait, on a l'égalité. Regardez, l'inclusion inverse, elle est évidente. Donc, je veux montrer que im de psi est inclus dans K de phi, c'est-à-dire que ça, c'est nul. Ben oui, parce que c'est phi de psi de u. Alors, u, je vais l'écrire comme une somme de x puissance j uj, évidemment, u est là-dedans. Et psi de u, c'est la multiplication par cette matrice. Voilà. Donc attention, ça c'est un vecteur, Vous devez le voir comme un vecteur colonne, et ça c'est une matrice. Donc on est en train de multiplier. Faut savoir où on habite, toujours en maths. Ici vous avez une matrice à coefficient dans K de x que vous multipliez par un vecteur colonne. Voilà, on a ça. Maintenant, on développe. Ici, on va avoir une partie en xj plus 1. In, sur uj, ça fait uj, bien sûr. Et l'autre partie, ça va être axj uj. Je peux pas encore passer phi par ce truc-là, parce que il faut d'abord que je commute a. Mais x, c'est un scalaire, donc évidemment qu'il commute avec les matrices. Donc on va avoir xja uj. Voilà. Et maintenant, quand on va passer par phi, donc phi est linéaire évidemment,
Et maintenant, quand on va passer par phi, on va utiliser la définition qui est ici, on va avoir AJ plus 1 UJ, et là, AJ plus 1 aussi UJ. Donc, avec le moins ici, ça va bien faire 0. Donc, on a trouvé un lemme. Regardez, ce lemme, comme il est beau, et c'est lui qui, pour moi, est représentatif de la réduction, c'est que on a psi qui injecte kxn dans kxn. Alors, oui, c'est un morphisme injectif, parce que, bah oui, vous savez que le déterminant de cette matrice, hein, on multiplie par une matrice, le déterminant de cette matrice, il est non nul, puisque c'est le polynôme caractéristique est non nul. Donc on a bien une injection, ici, et ici on a dit qu'on avait une surjection, phi, et on a im de psi est égal à tiers de phi. Et là maintenant, on va pouvoir donner raison à la preuve fausse de cette évaluation de A en X. Alors, je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est ça, d'accord? C'est comprendre ça. Et ce que l'on a comme proposition, c'est que on a une injection psi par multiplication matricielle de kxn dans kxn, une surjection de kxn dans kn sur kn, phi, avec im de psi égale tiers de phi. En fait, on a ce qu'on appelle une suite exacte, hein, pour dire les mots justes. Psi de u. Alors, psi de u, c'est la multiplication, donc u, c'est un vecteur colonne, ici, et on multiplie par une matrice, là, voilà, psi, et phi, c'est finalement uniquement l'évaluation en A qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Et bien déjà, regardez quel est Hamilton, comme il va tomber. C'est un corollaire, mais attention, c'est juste un corollaire de, vous remarquerez, de l'inclusion im de psi dans ker de phi, et pas l'inclusion inverse. D'accord? Donc c'est vraiment une chose très simple. Regardez, il faut montrer que qui A de A égale 0, c'est ça qui est Hamilton. Donc je vais montrer que qui A de V est égal à 0 pour tout vecteur. Mais ça, bah, par définition de l'évaluation, c'est phi de qui A en tant que polynôme, hein, avec l'indéterminé x, fois V. Donc là, on est dans kxn. Voilà. Donc là, qui A, bah, c'est un déterminant de cette matrice-là. Donc, je peux écrire le déterminant, justement, de cette matrice fois l'identité. Et du coup, cette matrice, ça devient xin moins a fois la transposée de la comatrice de xin moins a. Et je mets v ici. Donc ça, je vous rappelle que ça, c'est le déterminant de ça fois l'identité. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et donc, on reconnaît phi rond psi, ici, donc ça fait 0. Voilà. Et uniquement en utilisant ça. Et voilà quel est Hamilton, hein, prouvé, vraiment, de façon complètement naturelle. Mais, on n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu juste pour quel est Hamilton. En fait, la réduction, essentiellement, pourrait se passer de quel est Hamilton. Ça, ouais, j'en suis persuadé. Bon, on va pas rentrer dans cette polémique. Mais là, ce dont on ne peut pas se passer, et là où on voit qu'on est au cœur de la machine, c'est ce corollaire-là. A et B sont GLNK semblables, donc c'est ça le cœur du truc. Hein. Si et seulement si xin-a et xin-b sont GLN de K de x équivalentes. Voilà. C'est-à-dire que il va exister des matrices P de x et Q de x dans GLN de K de x, donc c'est des matrices à coefficients dans des polynômes, mais avec un déterminant inversible, c'est-à-dire un déterminant dans K étoile, hein, en quelque sorte, qui vont vérifier P de x fois cette matrice-là est égal, donc xin moins a, est égal à xin moins b fois Q de x. Voilà. Et ça, on en parlera un petit peu à la fin, c'est essentiel, c'est le truc essentiel dans la réduction. Alors, montrons ce corollaire. L'implication est claire. Hein. Si elles sont semblables, donc si il y a P tel que PA égale BP, et ben, quand je vais faire P xin moins A, bah, ça fait xin moins BP, hein, puisque P
Et x, évidemment, c'est toujours pareil, commute, hein, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est la réciproque qui est difficile. Et regardez, ben, Kn, d'après ça, c'est im de phi. Alors maintenant, je vais mettre, comme il y a A et B, je vais mettre des phi indice A, des psi indice A, des phi indice B et des psi indice B. Donc regardez, vous avez Kn ben, qui est isomorphe à im de phi A, surjectivité. Donc c'est K de xn quotienté par le noyau de phi A, ça c'est l'isomorphisme canonique. Donc c'est K de xn quotienté par im de psi A, d'après ce qu'on a vu ici. Donc maintenant je vais regarder de K de xn dans K de xn, le morphisme de multiplication par la matrice P de x, qui est inversible. Donc on a un isomorphisme de multiplication par P de x, par cette matrice. Bon, voilà. Et évidemment, d'après ceci, et par inversibilité de P de x et de Q de x, on va avoir que P de x va envoyer im de psi A, ici, puisque c'est la multiplication par ça, sur im de psi B, puisque ça commute comme ça, et que ça c'est inversible. Donc vous allez avoir cette égalité, ce qui fait que P de x va passer au quotient et va donner un isomorphisme entre K de xn quotienté par im de psi A et K de xn quotienté par im de psi B. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On va avoir pi qui va aller de Ka, alors n, donc Ka, ça, bon, j'insiste, je mets un A pour dire c'est la multiplication par A qui compte ici, par rapport à la multiplication par la matrice B ici. Donc, mais techniquement, c'est juste K puissance n. Hein. Donc K puissance n est isomorphe à K de xn quotienté par im de psi A, ici, qui est isomorphe grâce à ce qu'on vient de voir et le passage au quotient à K de xn quotienté par im de psi B, qui lui, ben, de la même manière ici en remplaçant A par B, est isomorphe à Kn, mais cette fois-ci avec psi B, donc c'est un polynôme va commuter en faisant apparaître le polynôme en B, au lieu du polynôme en A, comme ici. Ici, c'est finalement phi moins 1, on va dire moralement, et là, c'est phi. Mais moralement, hein, parce qu'on a quotienté. Donc, maintenant, ça y est, on a fait le passage de là à là. Mais maintenant, ça y est, j'ai mon idée de liberté, où j'ai remplacé A par X, et ici, B par X aussi, le même X. Et ce qui va faire que ici, ben, A est transformé, la multiplication par A est transformée par la multiplication par X. Là, c'est toujours la multiplication par X, bien sûr, puisque X commute. Et ici, eh bien, on va avoir la multiplication par B. Donc, on a pi de AU égale B pi de U. Voilà. Donc, quand on veut écrire matriciellement hein, de Kn dans Kn, dans la base canonique, hein, pi, ben, on tombe sur une matrice inversible, évidemment, puisque c'est bijectif, c'est des automorphismes, tels que PAU égale BPU. Et c'est ça qu'on voulait. Voilà, c'est excellent. Je trouve cette preuve vraiment magnifique. Je remercie Jérôme Germony de m'avoir présenté avec style. Regardez bien hein, ce qui se passe, quel est l'enjeu. On avait ici des matrices semblables, ok, et on veut savoir si les matrices sont semblables, bah ça revient à être équivalent. Équivalent, c'est beaucoup plus simple. Sauf que c'est équivalent, on y a perdu, on y a gagné, parce que semblable, c'est quand même beaucoup plus dur que équivalent, mais équivalent, on y a perdu parce que c'est équivalent sur un anneau. Alors, équivalent sur un corps, c'est l'algorithme du pivot, d'accord, voilà. C'est juste deux matrices sont équivalentes sur un corps, seulement si elles ont même rang. Hein, et ça, c'est l'algorithme du pivot qui nous le donne. Et l'équivalence GLN de K de X, c'est l'algorithme du pivot avec reste. Au lieu de diviser, on fait des divisions euclidiennes. Au lieu de diviser, quand on divise dans l'algorithme du pivot de Gauss, quoi, hein, on fait des divisions euclidiennes. Bon, alors là, je vous laisse regarder ça sur une vidéo concernant les formes de Smith. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une matrice de forme normale avec que des 1, on a une matrice de forme normale avec des polynômes qu'on va appeler les polynômes invariants de similitude qui se divisent mutuellement entre eux hein, et qui sont
Là, on tire les invariants de similitude directement de là. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je voulais parler de cette suite exacte qui introduit très bien la cohomologie dans l'exposé de Jérôme dont je vous ai parlé, et qui ici, va directement au cœur de la réduction, en passant, finalement, c'est comme un produit dérivé, par Ken Hamilton. Voilà, donc vous l'avez compris, Ken Hamilton a joué le rôle d'un produit d'appel dans la grande histoire de la réduction. Voilà, c'est terminé.